Vous êtes-vous déjà demandé, et si tout ce qu'on appelle amour n'était rien de plus que la peur d'être seul? Et si le besoin d'avoir quelqu'un n'était qu'un déguisement pour éviter d'affronter le vide en vous? Et si ce que vous nommez une relation n'était qu'une autre façon de vous fuir vous-même? Rien n'est plus proche de la vérité que l'inconfort que nous ressentons dans la solitude. Les stoïciens nous exhortaient à nous imaginer sur notre lit de mort, la pièce silencieuse, l'air lourd, le poids de notre vie pesant sur nous, et à nous demander: as-tu vécu ta propre vie ou as-tu simplement existé dans l'ombre de celle d'un autre? Les stoïciens nous mettaient aussi en garde contre l'abandon de notre liberté intérieure, nous rappelant que les chaînes que nous acceptons volontairement sont les plus difficiles à briser. Nous habillons ces chaînes de romance, de compagnie, de l'illusion d'être enfin complet. Mais au fond, quelque chose brûle, quelque chose vous déchire, murmurant que vous étiez destiné à plus. Si vous avez déjà ressenti ce murmure, si vous avez perçu cette vérité cachée sous la surface de vos relations, alors vous savez déjà que cette conversation est pour vous. Et si vous cherchez le courage de vous affronter sans masque, de construire une vie ancrée dans votre propre force et souveraineté, envisagez de vous abonner pour cette version de vous qui refuse d'abandonner sa propre âme. La plupart des gens ne tombent pas amoureux parce qu'ils ont atteint un état de plénitude. Ils tombent amoureux parce qu'ils sont terrifiés par le silence qui les attend lorsque le bruit s'arrête. Ce genre de silence qui vous force à entendre vos propres pensées, à affronter les questions que vous évitez depuis des années. Il y a un espace vide dans leur vie, un espace qui semble trop vaste, trop résonnant, trop à vif, alors ils le comblent avec une autre personne. Non pas toujours parce qu'ils désirent profondément cette personne, mais parce que c'est plus facile que de s'affronter soi-même. Nous parlons rarement de la mesure dans laquelle ce que nous appelons l'amour est simplement une forme d'évitement magnifiquement habillée. Il est plus facile de se perdre dans les histoires, les émotions et les besoins de quelqu'un d'autre que d'affronter les siens. Carl Jung a écrit un jour: « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. » Et pour beaucoup, une relation n'est pas un pont vers une véritable connexion. C'est un bouclier contre cette solitude, une façon de prétendre qu'ils sont compris, même s'ils ne se sont jamais vraiment compris eux-mêmes. Le problème est que, lorsque l'amour est enraciné dans la peur, il devient fragile. Chaque désaccord est ressenti comme une menace, chaque moment de distance comme une fissure dans le verre. La relation se met à porter la tâche impossible de maintenir ensemble non seulement deux vies, mais aussi les parts non résolues de chaque personne. Et lorsque ces fissures commencent à apparaître, la panique s'installe. Les gens s'accrochent plus fort, bradent leurs propres valeurs, font taire leurs désirs et se plient en des formes qui ne leur correspondent pas vraiment, juste pour empêcher l'autre de partir. À ce stade, ce n'est plus de l'amour. C'est une tactique de survie. C'est un moyen d'éviter d'être laissé seul avec ce silence même qu'ils fuient. En amour, nous cherchons souvent à être validés, acceptés, approuvés. Et dans ce processus, nous troquons l'honnêteté brute qui pourrait réellement nous aider à grandir. C'est pourquoi tant de gens se perdent dans leurs relations sans même s'en rendre compte. Le processus est subtil, presque invisible au début. Vous faites des compromis sur de petites choses. Où manger, quoi regarder, comment passer le week-end. Cela semble anodin. Cela ressemble à un partenariat, mais ensuite, les compromis grandissent. Vous retenez des parties de vous-même parce que vous savez qu'elles ne seront pas comprises. Vous cessez de poursuivre certains rêves parce qu'ils créent des tensions. Vous commencez à ajuster votre personnalité, non pas parce que vous le voulez,
mais parce que vous avez peur qu'être pleinement vous-même puisse vous coûter la relation. Avec le temps, la personne que vous étiez devient plus difficile à reconnaître, même pour vous. Marc Aurèle nous rappelait « Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Et c'est là toute la tragédie silencieuse. Tant de gens cessent de vivre véritablement dès qu'ils ont peur de perdre quelqu'un. Lorsque le fondement de l'amour est la peur, il vous prive de la chose même que l'amour est censé apporter. La liberté. Un amour sain devrait vous permettre de vous grandir, non de vous rétrécir. Il devrait renforcer votre individualité, pas l'effacer. Mais quand la peur est aux commandes, l'amour devient un contrat de conditions tacites. Ne sois pas trop intense. Ne change pas trop vite. Ne perturbe pas l'équilibre, même si cet équilibre t'étouffe doucement. Les gens se convainquent que c'est normal, que c'est le prix à payer pour être avec quelqu'un. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce prix est bien plus élevé qu'ils ne le pensent. Ils payent avec leur authenticité, leur créativité, leur croissance. Et tout cela est échangé contre le confort de ne pas s'affronter soi-même. L'ironie, c'est que le silence qu'ils fuient n'est pas leur ennemi, c'est leur maître. Dans la solitude, le bruit s'estompe et vous commencez à entendre à nouveau votre vraie voix. Au début, c'est inconfortable. Vous entendez des doutes, des peurs, des regrets. Mais si vous restez assez longtemps, vous entendez aussi vos valeurs, votre vocation, votre vérité. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes toujours noyé dans la présence de quelqu'un d'autre, si chacune de vos pensées est façonnée pour maintenir la paix plutôt que pour trouver votre propre centre. La peur derrière l'amour concerne rarement la perte d'une autre personne. Le plus souvent, il s'agit de perdre la distraction qu'elle procure. Lorsque vous supprimez cette distraction, il ne reste que vous-même, et pour beaucoup, c'est la rencontre la plus effrayante de toutes. Mais c'est cette rencontre qui change tout. Car une fois que vous pouvez vous asseoir dans votre propre silence sans avoir besoin de vous en échapper, vous cessez de dépendre des autres pour vous sentir entier. Vous cessez de brader votre identité au nom de l'appartenance. Vous commencez à aimer par choix, non par nécessité. Et c'est le genre d'amour qui ne peut être brisé ni par l'absence, ni par la distance, parce qu'il n'est pas construit sur la peur. Il est construit sur la liberté. Choisir d'affronter le silence n'est pas facile. Il faut du courage pour cesser de chercher quelqu'un juste pour s'éviter soi-même. Mais ce courage est le fondement d'une vie où l'amour devient un cadeau et non une béquille. Où être avec quelqu'un est une décision délibérée, pas une évasion inconsciente. Où vous pouvez vous éloigner de ce qui ne vous sert pas, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous vous souciez trop de ne pas vous abandonner. La peur derrière l'amour vous fera tourner en rond. L'affronter vous libérera. Et la liberté, comme l'enseignaient les stoïciens, est la seule possession que personne ne peut vous prendre. Dès que nous sommes assez âgés pour comprendre les mots, l'histoire commence. Elle nous parvient dans les contes du soir, dans les films, dans la façon dont les adultes parlent de la vie. Tu grandis, tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux et tu t'installes. C'est dépeint comme la destination ultime, le chapitre final où toutes les questions trouvent leur réponse et où le générique défile sur une fin heureuse. Rares sont ceux qui s'arrêtent pour se demander ce qui se passe après que la scène s'estompe, et encore plus rares sont ceux qui se demandent si ce scénario convient à tout le monde ou s'il nous prive silencieusement de la chance de rencontrer la personne la plus importante que nous connaîtrons jamais, nous-mêmes. Ce conditionnement n'arrive pas comme un ordre. Il est plus doux, plus insidieux. Il vit dans les questions désinvoltes des proches. Alors, quand vas-tu rencontrer quelqu'un?
comme si votre vie était une salle d'attente pour l'amour. Il se cache dans les compliments qui comparent votre valeur à votre statut relationnel. Au moment où nous sommes adultes, le message n'est plus remis en question. Il est absorbé, indiscuté, comme la gravité. L'effet de cette programmation silencieuse est profond. Sans même s'en rendre compte, beaucoup de gens deviennent des adultes qui croient qu'une vie sans partenaire est incomplète par définition. Ils peuvent voyager, apprendre, construire des carrières, mais quelque part dans leur esprit, il y a un rappel constant et tacite que tout cela n'est qu'un remplissage en attendant de trouver quelqu'un. Et ainsi, ils entrent dans des relations non pas par préparation ou véritable connaissance de soi, mais par un sens du devoir envers l'histoire qu'on leur a transmise. Carl Jung a écrit un jour: « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Pour beaucoup, une relation devient un moyen d'éviter ce travail terrifiant. Si quelqu'un d'autre nous valide, nous n'avons pas à nous valider pleinement nous-mêmes. Si quelqu'un d'autre nous renvoie notre valeur en miroir, nous n'avons pas à affronter le silence qui nous demande de la définir par nous-mêmes. Ce conditionnement invisible façonne non seulement qui nous choisissons, mais aussi comment nous nous comportons une fois que nous avons choisi. Si l'on vous a appris que votre valeur est liée au fait d'être en couple, vous endurerez souvent des situations qui vous nuisent juste pour éviter de retourner à l'état redouté du célibat. Vous ignorerez les signaux d'alarme, tolérerez le manque de respect, ou vous contorsionnerez pour devenir l'idéal de quelqu'un d'autre plutôt que de risquer la honte de finir seul. Marc Aurèle a observé un jour: « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. » Le jugement ici est subtil mais écrasant. Seul égale échec, ensemble égale succès. C'est cette fausse équation qui maintient d'innombrables personnes piégées dans des vies qui ne reflètent pas qui elles sont vraiment. Il est à noter que ce scénario ne tient pas compte de l'individualité. C'est un modèle unique, vendu pourtant comme une vérité universelle. Certaines personnes s'épanouissent dans des partenariats profonds et engagés. D'autres ont besoin de longues périodes de solitude pour vraiment grandir. Mais le conditionnement laisse rarement de la place pour la seconde option. La solitude est redéfinie comme un isolement, et l'isolement est présenté comme un problème qui doit être résolu rapidement. Cette pression ne vient pas seulement des autres, elle commence à vivre en vous. Même quand personne ne regarde, vous pouvez vous sentir agité en votre propre compagnie, comme si vous perdiez votre temps en ne vous dirigeant pas vers cette fin prescrite. Avec le temps, cette agitation devient la musique de fond de votre vie. Vous apprenez à mesurer vos progrès non pas par la façon dont vous avez appris à vous connaître, mais par votre proximité avec la réalisation du modèle culturel. Le danger de vivre selon ce modèle est qu'il décourage l'exploration profonde de soi. Si le but est déjà fixé, pourquoi s'embêter à sortir du chemin? Pourquoi se demander si la destination correspond à ce que vous êtes devenu? Le conditionnement vous dit que vous découvrir est secondaire par rapport à trouver quelqu'un d'autre, et ce faisant, il vous invite subtilement à abandonner les parties de vous qui ne cadrent pas parfaitement avec un récit relationnel. Vous pourriez réprimer des ambitions, des intérêts ou des idées non conventionnelles parce qu'ils pourraient rendre plus difficile votre adaptation au moule. De cette façon, l'histoire ne façonne pas seulement vos relations, elle façonne votre identité. Jung parlait souvent de l'individuation, le processus pour devenir son véritable soi, comme la tâche centrale de la vie. Ce voyage exige du temps, de l'espace et une volonté de se démarquer de la foule. Mais le conditionnement invisible vous dit le contraire, que vous devez fusionner, vous mettre en couple et lier votre vie à celle d'un autre le plus tôt possible. Et c'est là que réside la tension. L'individuation vous demande de vous tourner vers l'intérieur, tandis que le scénario exige que vous regardiez vers l'extérieur. Sans vous en rendre compte,
Vous pouvez passer des décennies à vivre dans la tension entre ces deux forces, arrachées à votre propre devenir par la force gravitationnelle de l'attente. Ce n'est pas que l'amour ou la compagnie soient mauvais. Le problème, c'est quand cela devient obligatoire, quand c'est recherché par réflexe, sans se demander si vous êtes prêt ou si la personne que vous devenez est même compatible avec le rôle qu'on vous a appris à jouer. Les relations nouées sous le poids du conditionnement deviennent souvent des miroirs de ce conditionnement, sûres, familières, mais sans défi. Vous pouvez y trouver du réconfort, mais vous n'y trouverez pas la pleine vérité de vous-même. Et la tragédie, c'est qu'au moment où vous le remarquez, des années peuvent s'être écoulées, et la personne que vous auriez pu être semble lointaine, presque inaccessible. Le premier pas pour desserrer l'emprise de ce conditionnement est la prise de conscience. Voir l'histoire pour ce qu'elle est, une histoire, pas une loi absolue, change tout. Lorsque vous réalisez que vous êtes libre d'écrire votre propre scénario, l'urgence de trouver quelqu'un s'estompe. Vous commencez à voir l'espace du célibat non comme une absence, mais comme une opportunité rare, un champ ouvert où vous pouvez planter des idées, des rêves et des parties de vous-même qui ne survivraient jamais dans le sol exigu d'une vie vécue uniquement pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Les stoïciens appelleraient cela vivre en accord avec la nature. Alignez votre vie avec votre propre nature, et non avec les récits artificiels qui vous ont été transmis. Se libérer du conditionnement invisible ne signifie pas rejeter l'amour pour toujours. Cela signifie refuser de laisser la peur d'être seul dicter le cours de votre vie. Cela signifie choisir de se connaître profondément avant de choisir de se partager. Parce que lorsque vous rencontrerez enfin quelqu'un depuis un état de plénitude, vous ne le chercherez pas pour combler un vide. Vous l'inviterez à marcher à vos côtés sur un chemin que vous avez déjà fait vôtre. Et c'est le genre de connexion qu'aucun conditionnement ne peut fabriquer, car elle naît de la liberté et non de la peur. Cela n'arrive pas en un seul instant que l'on peut identifier. Ce n'est pas comme si un jour, vous vous réveilliez et tout était différent. Non, c'est plus lent que ça, si lent que vous pouvez vous convaincre que rien ne change vraiment. Cela commence par un minuscule compromis. Vous sautez quelque chose que vous vouliez faire parce que ça ne rentre pas dans le programme. Vous adoucissez votre opinion dans une conversation pour éviter une petite friction. Vous vous dites que ça ne vaut pas la peine de se disputer, que c'est ça, la maturité, que l'amour signifie se retrouver à mi-chemin. Et au début, cela semble anodin, même noble. Mais avec le temps, ces petites concessions commencent à s'accumuler, et la personne que vous étiez commence à s'estomper. Non pas parce que quelqu'un l'a exigée ouvertement, mais parce que vous l'avez offerte, morceau par morceau, sans remarquer le coup. Le changement est si subtil que vous le sentez à peine. Vous vous adaptez pour rendre les choses plus fluides, pour maintenir la paix, pour protéger le lien sans lequel vous pensez ne pas pouvoir vivre. Et bien que le compromis fasse partie de toute connexion, il y a une différence entre s'adapter et s'effacer. Quand vous commencez à filtrer vos pensées avant même de les exprimer, quand vous ravalez vos désirs parce qu'ils pourraient causer de l'inconfort, vous commencez à échanger l'authenticité contre la sécurité. Les stoïciens mettaient en garde contre ce genre de marché. Sénèque a écrit « Celui qui est courageux est libre ». La vraie liberté, en ce sens, signifie être capable d'exister pleinement, sans autocensure constante. Mais quand l'amour se transforme en une scène où vous répétez toujours les bonnes répliques, la liberté s'éclipse discrètement par la porte de derrière. L'une des raisons pour lesquelles cette disparition est difficile à détecter, c'est qu'elle est souvent présentée comme une croissance. Vous vous dites que vous devenez moins égoïste, plus compréhensif, plus flexible. Et parfois, c'est vrai. Mais il y a une ligne entre grandir et rétrécir. Et quand la ligne se brouille, vous pouvez ne pas réaliser de quel côté vous êtes jusqu'à ce qu'elle soit loin derrière vous. Vous commencez à remarquer de petites choses, vous riez moins comme avant, vous poursuivez moins les centres d'intérêt qui vous faisaient vous sentir vivant. Vous hésitez avant d'exprimer ce que vous pensez vraiment. Isolément, rien de tout cela ne semble alarmant.
Mais ensemble, ils créent une érosion silencieuse de soi, une version de vous qui a été soigneusement poncée pour s'adapter à la forme du confort de quelqu'un d'autre. Ce qui rend cette érosion dangereuse, c'est qu'elle est auto-infligée. Rarement quelqu'un vous demande explicitement de disparaître. Au lieu de cela, vous le faites dans l'espoir de maintenir la connexion. C'est la croyance tacite que l'amour se maintient en supprimant vos aspérités, en devenant plus facile à vivre, en étant agréable même lorsque cela vous coûte quelque chose d'essentiel. Au fil des mois ou des années, la personne qui vous regarde dans le miroir semble familière, mais étrangement distante. Vous reconnaissez les contours, mais le feu intérieur, la combinaison spécifique de pensée, de désir et d'expression qui faisait de vous ce que vous êtes, s'est atténué. Cette lente disparition ne se produit pas seulement dans les relations amoureuses. Elle peut avoir lieu dans les amitiés, les familles, même sur le lieu de travail. Partout où la pression subtile d'appartenir l'emporte sur le courage d'être soi-même, l'érosion commence. Et parce que le changement est progressif, il semble souvent être la façon naturelle dont les choses sont censées être. Vous vous dites que tout le monde fait des compromis, que c'est peut-être simplement le coût de la connexion. Mais au fond, une agitation silencieuse s'éveille. C'est la partie de vous qui se souvient d'un temps où vous vous sentiez pleinement vivant dans votre propre peau, sans retouche et sans excuse. La vérité douloureuse est que disparaître de cette manière ne renforce pas le lien, il l'affaiblit. Les relations construites sur des vérités partielles et des personnalités filtrées créent une fondation fragile. Vous pouvez maintenir la paix en surface, mais en dessous, le ressentiment commence à grandir et la connexion devient moins une question de proximité authentique qu'une question de maintien d'une image. Marc Aurèle nous rappelait: l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si vos pensées sont constamment adaptées pour éviter les conflits, alors votre âme adopte lentement les tons sourds de l'évitement, perdant les couleurs vibrantes qui vous rendaient unique. Vous réapproprier après cette disparition ne consiste pas à basculer dans l'extrême opposé et à refuser tout compromis. Il s'agit de se rappeler que la forme la plus vraie de l'amour, qu'il soit romantique, platonique ou même l'amour de soi, s'épanouit lorsque les deux personnes sont entières. Il s'agit de reconnaître que vous pouvez être bienveillant sans effacer vos limites, que vous pouvez être aimant sans faire taire votre vérité. Le courage d'être pleinement vous-même créera parfois des tensions, mais la tension n'est pas l'ennemi. Comme le comprenaient les stoïciens, les épreuves que nous affrontons sont le terrain d'entraînement de la force. Une relation qui ne peut pas supporter votre authenticité n'est pas une relation qui peut vraiment vous contenir. La lente disparition est séduisante parce qu'elle semble sûre. Mais cette sécurité est une illusion si elle se fait au détriment de votre propre force vitale. Vous n'êtes pas destiné à être une version adoucie et acceptable de vous-même juste pour préserver une idée de l'amour. Un amour qui exige votre absence n'est pas de l'amour. C'est un contrat pour un lent abandon de soi. Et quand vous voyez enfin cela, vous commencez à comprendre que le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à toute relation est la plénitude de qui vous êtes, non façonné par la peur et non amputé par le compromis. Car au moment où vous cessez de disparaître, vous cessez d'échanger votre vie contre le confort de quelqu'un d'autre, et vous commencez à la vivre comme elle était censée être vécue, entière, présente et indéniablement vôtre. L'appartenance est l'un des désirs humains les plus profonds. Nous sommes programmés pour la rechercher, pour nous sentir ancrés dans un lieu, un groupe ou une personne. Il y a un réconfort à savoir que vous avez un endroit où retourner, quelqu'un qui vous appellera sien, une vie qui semble partagée plutôt que solitaire. Mais ce que nous reconnaissons rarement, c'est le tribut silencieux que cette appartenance peut exiger lorsqu'elle n'est pas fondée sur une véritable liberté. Le coût est rarement demandé ouvertement. Au lieu de cela, il se manifeste comme une négociation constante, presque invisible, de vos pensées, de vos désirs, de votre essence même.
Vous apprenez avec le temps quelles parties de vous sont les bienvenues et lesquelles devraient être cachées. Et plus vous échangez ces parties, plus vous semblez vous sentir en sécurité, même si quelque chose d'essentiel en vous commence à s'éteindre. La sécurité de l'appartenance vient souvent enveloppée de règles. Certaines sont explicites, la plupart ne le sont pas. Vous découvrez que certaines opinions sont mieux tues, car elles troublent la paix. Certaines ambitions devraient être modérées, car elles menacent l'équilibre. Même les émotions, brutes et non filtrées, sont soigneusement mesurées pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Lentement, vous commencez à vivre dans une sorte de juste milieu émotionnel et mental, jamais trop peu, toujours ajusté pour s'adapter à l'espace que vous occupez. Épictète avertissait: « Si tu veux t'améliorer, consens à passer pour un sot et un stupide. » Mais l'appartenance nous rend souvent réticents à être mal compris. Nous choisissons la fluidité plutôt que l'honnêteté, l'acceptation plutôt que l'expression de soi. Et ce choix, répété assez souvent, nous façonne. Ce qui rend ce coup si subtil, c'est qu'il ressemble souvent à de l'amour. Vous vous dites que vous faites des compromis parce que vous vous souciez, parce que vous êtes un bon partenaire, ami ou membre de la famille. Et parfois, c'est vrai. La frontière entre le compromis sain et l'effacement de soi est mince, et le sentiment d'appartenance a cette façon de vous pousser vers le second sans que vous vous en rendiez compte. Un jour, vous réalisez que vous ne dites plus ce que vous pensez, à moins que ce ne soit sans danger. Vous avez cessé de poursuivre certains rêves parce qu'ils ne correspondent pas au projet commun. Vous êtes devenu prudent, mesuré, moins spontané, non pas parce que vous vouliez changer, mais parce que le changement menaçait l'approbation que vous aviez mis tant d'efforts à obtenir. Le prix de l'appartenance ne se paie pas toujours dans des moments dramatiques de trahison ou de perte. Le plus souvent, il se paie en petites mensualités, presque invisibles. La plaisanterie que vous n'avez pas faite parce que vous n'étiez pas sûr de sa réception, la vérité que vous n'avez pas dite parce qu'elle risquait de provoquer un conflit, le risque que vous n'avez pas pris parce qu'il aurait fallu vous expliquer à quelqu'un qui n'aurait pas compris. Chacun de ces renoncements semble mineur, mais ensemble, ils forment un schéma. Avec le temps, vous commencez à vivre non pas pour votre propre clarté ou authenticité, mais pour la stabilité du groupe ou de la relation. Vous échangez des fragments de votre individualité contre un sentiment de sécurité, croyant que plus vous donnez, plus vous appartiendrez. Si vos pensées sont constamment ajustées pour correspondre aux attentes des autres, votre âme perdra inévitablement sa couleur distinctive. Rester célibataire, ou même simplement choisir la solitude quand c'est nécessaire, signifie que vous gardez la pleine propriété de vos pensées, de vos désirs et de votre essence, sans cette négociation constante en arrière-plan. Il ne s'agit pas d'isolement. Il s'agit de souveraineté. Il s'agit de savoir que chaque décision que vous prenez vient de votre propre centre et non d'un calcul sur la façon dont elle sera perçue. Cela ne veut pas dire que la connexion est intrinsèquement dangereuse. L'amour, l'amitié et la communauté peuvent être de puissantes sources de croissance et de joie, mais ils ne vous servent que s'ils permettent votre pleine présence. Lorsque l'appartenance exige une autocensure constante, ce n'est pas de la connexion. C'est une forme subtile de contrôle, et le contrôle, aussi doux soit-il, limite votre capacité à vivre en tant que vous-même. Jung croyait que l'individuation, le processus par lequel on devient un être complet, ne peut se produire lorsque le sentiment de soi dépend de l'approbation des autres. Vous ne pouvez pas intégrer les parties de vous-même que vous cachez pour maintenir votre appartenance. Choisir de se préserver plutôt que de rechercher le confort de l'appartenance n'est pas facile. Cela peut signifier se tenir à l'écart du groupe, briser des règles tacites ou abandonner des relations qui ne peuvent contenir votre vérité.
Cela peut signifier des moments de solitude plus vifs que prévu, mais cela signifie aussi vivre sans le poids de l'ajustement constant, sans l'érosion lente de votre voix et de votre vision. Et dans cette liberté, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à vous appartenir d'une manière que personne ne peut vous enlever. Le coût de l'appartenance est réel, mais la récompense de garder sa propre vie entre ses mains l'est tout autant. Rester célibataire ne signifie pas que vous rejetez l'amour ou la connexion. Cela signifie que vous refusez d'échanger votre essence contre eux. Cela signifie que lorsque vous choisirez d'appartenir à un endroit, ce sera selon vos propres termes, en tant que vous-même, dans votre entièreté, sans vous réduire pour vous adapter. Car l'appartenance est plus douce lorsqu'elle ne se fait pas au détriment de qui vous êtes, et la liberté, une fois revendiquée, rend toute autre forme de connexion plus riche, plus profonde et plus vraie. Lorsque vous vous dépouillez du bourdonnement constant des voix des autres, quelque chose d'inattendu surgit à sa place. Au début, c'est troublant, ce genre de silence qui semble presque trop assourdissant. Vous remarquez des pensées dont vous ignoriez l'existence, des idées qui avaient été enfouies sous les conversations, les obligations et l'attraction constante de la présence de quelqu'un d'autre. Seul, il n'y a personne pour vous en distraire. Elles font surface avec une intensité qui peut sembler écrasante, comme une pièce que vous avez évité de nettoyer pendant des années, soudainement éclairée par une lumière crue et révélatrice. Carl Jung a écrit un jour: « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » La solitude force cet éveil. Elle vous demande de vous tourner vers l'intérieur, de regarder directement ce que vous avez évité. Et bien que cela puisse ressembler à de l'inconfort au début, quelque chose d'autre s'y cache: la clarté. Au fil des jours ou des semaines, cette clarté s'approfondit. Vous commencez à entendre votre propre voix avec plus de précision, sans la négociation constante de vos pensées pour les adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Vos idées s'étirent plus loin, plus audacieuses. Vous commencez à suivre votre esprit sur des chemins que vous auriez peut-être rejetés auparavant parce qu'ils ne correspondaient pas au projet commun ou au confort du groupe. Le monde en vous commence à s'étendre, se remplissant de détails et de connexions que vous ne pouviez pas voir lorsque vous étiez trop occupé à vous adapter au rythme de quelqu'un d'autre. C'est la partie dont les gens parlent rarement lorsqu'ils évoquent la solitude. La façon dont votre esprit s'aiguise lorsqu'il n'y a rien pour le diluer. Au début, la solitude peut ressembler à une sorte de perte, surtout si vous avez été conditionné à la voir comme une absence. Pas de partenaire pour partager votre journée, personne à consulter avant de prendre des décisions, pas d'écho immédiat de vos paroles. Mais en vous y plongeant, vous réalisez que cette absence a toujours été mal comprise. Ce qui vous a été donné en réalité, c'est de l'espace. Un espace pur, non revendiqué, non mesuré. Et l'espace a une façon de révéler la vérité. Marc Aurèle a dit: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. » Dans la solitude, cette vérité devient indéniable. Vous cessez de sous-traiter votre validation, votre direction, votre valeur. Elles commencent à venir de l'intérieur, et la puissance de ce changement est difficile à décrire tant que vous ne l'avez pas ressenti. Plus vous passez de temps dans cet espace, plus il vous change. Au début, vous remplissez le silence de bruit, musique, écran, conversation avec quiconque voudra bien écouter. Mais lentement, vous commencez à laisser le silence être. Vous découvrez que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être noyées, que l'inconfort que vous ressentez dans l'immobilité est simplement le processus de vous retrouver. C'est dans cette immobilité que les désirs deviennent plus nets. Vous réalisez quels rêves sont vraiment les vôtres
et lesquels ont été hérités de la vision de quelqu'un d'autre pour votre vie. Vous ressentez l'attrait de choses que vous aviez oubliées depuis longtemps, mais qui comptaient pour vous. C'est alors que la solitude commence à passer d'inconfortable à addictive, non pas parce que vous voulez éviter les gens, mais parce que vous avez goûté à la liberté de vivre sans compromis constant. Il y a une énergie particulière qui vient du fait d'être seul selon ses propres termes. Ce n'est pas l'isolement né du rejet ou de la perte. C'est un choix délibéré et enraciné dans le respect de soi. Les stoïciens y verraient une forme d'alignement avec la nature, une vie menée selon sa propre boussole intérieure. Vous commencez à remarquer à quel point votre vie d'avant était construite autour de la réaction. Réagir à l'humeur de quelqu'un d'autre, à ses besoins, à ses plans. Maintenant, votre énergie est dirigée vers la création. Vous ne gérez pas les émotions d'un autre avant de pouvoir explorer les vôtres. Vous ne tempérez pas votre enthousiasme ou ne retenez pas une idée parce qu'elle pourrait être mal comprise. Dans cet espace, le temps semble différent. Il s'étire, offrant une ouverture qui permet un travail et une pensée plus profonde. Vous pouvez poursuivre une idée jusqu'à ce qu'elle soit pleinement formée, sans être interrompu par le besoin constant de consulter quelqu'un d'autre. Vous pouvez commencer quelque chose à minuit parce que vous vous sentez inspiré ou vous arrêter au milieu d'un projet, poursuivre une nouvelle pensée sans avoir à vous expliquer. C'est dans ces moments que vous réalisez combien d'énergie vous avez dépensé auparavant simplement pour maintenir l'équilibre d'une vie partagée. Cette énergie est maintenant à vous pour l'investir là où elle compte le plus. Bien sûr, la solitude n'est pas un flot constant d'inspiration. Il y a des jours où le silence pèse, où vous souhaitez la facilité de la présence de quelqu'un d'autre. Mais même dans ces moments, vous commencez à comprendre que l'attente a un sens. Elle vous façonne, renforce votre capacité à vous tenir debout par vous-même, à vous asseoir avec votre propre esprit sans le fuir. Finalement, l'espace que la solitude crée cesse de ressembler à un vide pour devenir un foyer. Vous réalisez que les liens les plus vrais que vous aurez jamais avec les autres, avec le monde, avec votre propre travail, sont plus riches lorsqu'ils grandissent sur cette fondation. Vous ne craignez plus d'être seul parce que vous avez vu ce qui peut y être construit. Et une fois que vous avez fait l'expérience de la netteté de la pensée, de la clarté de la vision et de l'attrait non filtré de vos propres désirs, vous protégerez cet espace farouchement, non pas comme un mur contre le monde, mais comme le sol sur lequel vous vous tenez, stable et inébranlable. Car lorsque vous vous appartenez pleinement, aucune connexion ne peut vous l'enlever et aucune absence ne peut vous en dépouiller. Dès les premières histoires qu'on nous raconte, il y a un fil conducteur, une promesse que quelque part, il existe une autre personne qui nous complétera. C'est dans les contes de fées, les chansons, les films. Vous n'êtes pas entier tant que vous n'avez pas trouvé votre autre moitié. Au début, cette idée semble romantique, voire réconfortante. Elle suggère que l'accomplissement le plus profond de la vie ne vient pas de l'intérieur, mais de la fusion avec un autre. Mais sous cette surface rassurante se cache une croyance subtile et dangereuse, celle qu'en étant seul, vous êtes incomplet. Et lorsque vous acceptez cette croyance, vous commencez à vivre comme si votre valeur et votre stabilité dépendaient de quelqu'un d'autre. Ce mythe a une manière silencieuse de façonner vos décisions. Si vous pensez être incomplet, alors chaque action est pesée à l'aune de l'espoir d'attirer ou de garder une autre personne. Vos choix commencent à orbiter autour de la possibilité d'être choisi, d'être suffisant pour quelqu'un d'autre. Vous pourriez ajuster vos ambitions pour qu'elles ne menacent pas la relation ou minimiser des parties de votre personnalité qui ne correspondent pas à l'image d'un partenaire parfait. Avec le temps, votre identité devient moins ce qui vous semble vrai
et plus ce qui garantira la connexion. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en dévotion. Et la dépendance, aussi jolie que soit l'emballage, érode lentement l'individualité. La dépendance est séduisante parce qu'elle offre un faux sentiment de sécurité. Elle vous dit que tant que la relation dure, vous êtes en sécurité. Mais cette sécurité a un coût. Vous commencez à vous mesurer non pas selon vos propres normes, mais selon votre capacité à vous intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous ignorez les signaux silencieux de l'intérieur. L'insatisfaction, la curiosité réprimée, les rêves inexprimés, parce que les poursuivre pourrait perturber le lien. Épictète a écrit « Si vous voulez être libre, alors ne désirez rien qui dépende des autres. » La liberté ne pousse pas sur le sol de la dépendance. Au contraire, elle y rétrécit, jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez construit votre vie sur un terrain qui peut disparaître à tout moment. Lorsque vous adhérez au mythe de l'incomplétude, les relations cessent d'être des choix pour devenir des bouées de sauvetage. La pensée de perdre l'autre personne ne concerne pas seulement la douleur émotionnelle. C'est comme perdre une partie de vous-même. C'est pourquoi les gens restent dans des situations qui ne les nourrissent plus, pourquoi ils font taire leurs instincts et ignorent leurs besoins. Ils croient que partir signifierait devenir moins qu'entier. Mais la vérité, c'est que vous n'avez jamais été la moitié d'un tout. Vous avez toujours été une personne entière, capable d'amour, de création et de but, sans avoir besoin de vous fusionner à un autre. La complétude que vous cherchez chez quelqu'un d'autre ne peut être construite que de l'intérieur. Il est utile de se demander d'où vient cette croyance. En partie, elle est culturelle. Les sociétés idéalisent souvent le couple, l'unité familiale comme la plus haute forme d'accomplissement personnel. La vie de célibataire est présentée comme une salle d'attente, un état temporaire dont vous devriez chercher à vous échapper. Même le langage reflète ce biais. Des termes comme « se poser » ou « s'installer » suggèrent que ce n'est qu'en partenariat que la vie peut trouver sa vraie forme. Mais ce récit omet la réalité que le partenariat n'est pas une garantie d'épanouissement et que le célibat n'est pas une condamnation au manque. Marc Aurèle se rappelait « Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en vous-même. » Le mythe de l'incomplétude cache cette vérité, poussant les gens à chercher à l'extérieur, alors que le vrai travail est intérieur. Se libérer de ce mythe ne signifie pas rejeter les relations. Cela signifie les aborder depuis un lieu d'autosuffisance plutôt que de besoin. Lorsque vous ne vous voyez plus comme un fragment attendant d'être complété, l'amour devient un choix, pas une dépendance. Vous pouvez donner sans craindre de vous perdre, et vous pouvez recevoir sans en faire la source de votre identité. Ce type d'amour est plus riche, plus profond, car il se construit entre deux personnes entières qui peuvent, si nécessaire, se tenir debout seules. Jung comprenait bien cette dynamique. Il croyait qu'une véritable connexion ne pouvait se produire que lorsque les deux individus avaient confronté leur propre monde intérieur plutôt que de s'utiliser l'un l'autre pour l'éviter. Le défi, c'est que choisir la complétude peut sembler solitaire au début. Sans la validation immédiate d'une relation, vous devez vous faire face dans votre totalité. Vos défauts, vos forces, votre potentiel non réalisé. C'est le travail que la plupart des gens évitent. C'est pourquoi la dépendance peut être si tentante. Mais une fois que vous commencez à construire une vie qui vous semble complète par elle-même, quelque chose change. La peur d'être seul commence à s'estomper. Votre estime de soi cesse de fluctuer avec les humeurs ou les opinions des autres, et les relations que vous formez ne sont pas construites pour combler un vide. Elles sont construites pour partager l'abondance. Le mythe de l'incomplétude est puissant parce qu'il a été répété si souvent qu'il semble être la vérité. Mais la vraie vérité est plus simple et bien plus libératrice. Vous n'êtes la moitié de rien. Vous êtes un être entier, complexe et capable.
Plus vous vivez à partir de cet endroit, moins vous tolérerez les connexions qui exigent que vous vous réduisiez. Vous cesserez de traiter l'amour comme un antidote à votre existence et commencerez à le voir comme un complément. Et dans ce changement, la dépendance perd son emprise, l'individualité retrouve sa juste place, et votre vie cesse d'être une quête de la pièce manquante pour devenir la création de quelque chose d'entier, entièrement par vos propres moyens. La société a une manière de rendre ses préférences claires sans jamais les formuler explicitement. Vous le voyez dans la façon dont les gens réagissent à certaines étapes. Acheter une maison, se marier, avoir des enfants. Celles-ci sont célébrées comme des marqueurs de succès, la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Elles vous rendent prévisibles, et la prévisibilité est réconfortante pour le collectif. Lorsque vous faites partie d'un couple, les gens pensent savoir ce qui va suivre. Votre vie a une forme familière. Elle est plus facile à comprendre, à catégoriser, à contrôler. Mais sortez de ce schéma. Vivez une vie de célibataire pleinement et sans excuse, et soudain, vous devenez plus difficile à définir. Votre prochain mouvement n'est pas évident. Vous ne correspondez pas au scénario attendu, et cette imprévisibilité met les gens mal à l'aise parce qu'elle est un signal de liberté. Une liberté qui ne peut être gérée. Le troupeau prospère grâce à la stabilité. Il veut savoir à quoi s'attendre de votre part, et en retour, il offre la sécurité de l'acceptation. Mais cette acceptation s'accompagne d'un accord tacite. Ne vous éloignez pas trop du chemin. Lorsque vous êtes en couple, le chemin est presque préécrit. Projet commun, compromis mutuel, un rythme qui vous maintient en phase avec la majorité. Et il n'y a rien de mal en soi dans ce rythme, sauf s'il étouffe le battement de votre propre tambour. La personne célibataire épanouie n'entend pas seulement son propre rythme, elle vit selon lui. Elle fait des choix qui ne nécessitent pas de consensus. Elle se déplace de manière difficilement prévisible. Et dans un monde construit sur la conformité, c'est une forme de pouvoir qui fascine et menace à la fois. La raison pour laquelle l'imprévisibilité est si puissante, c'est qu'elle est enracinée dans l'autonomie. Si personne ne peut prédire votre prochain pas, cela signifie que personne d'autre ne fixe votre direction. Vous ne suivez pas un script, vous écrivez le vôtre. Le troupeau peut y voir de l'instabilité, mais pour celui qui sort du rang, c'est la liberté. Sans le besoin constant de négocier des décisions avec un partenaire, vous pouvez pivoter lorsque l'inspiration frappe. Vous pouvez prendre des risques sans avoir à les justifier. Vous pouvez saisir des opportunités qui n'ont de sens que pour vous. Et cette capacité à agir sans délai, sans compromis, est une monnaie rare. Bien sûr, le troupeau n'ignore pas simplement celui qui sort du rang. Il essaie souvent de le ramener. Les questions se déguisent en sollicitude. Et tu ne veux pas quelqu'un avec qui partager ta vie? Tu n'as pas peur de finir seul? Sous ces questions se cache la supposition qu'une vie en dehors du cadre du couple est moins précieuse, moins complète. Mais ce sont les questions de ceux qui mesurent de la vie à sa ressemblance avec la majorité. Ils ne peuvent pas voir que la solitude, lorsqu'elle est choisie, n'est pas un manque, c'est un luxe. C'est un vaste espace ouvert où l'autodétermination peut s'épanouir sans interruption. L'individu hors norme le sait, et cette connaissance devient un bouclier contre la pression subtile de la conformité. Ce qui dérange le plus les gens chez la personne célibataire épanouie, ce n'est pas sa solitude. C'est son contentement au sein de celle-ci. Si vous êtes seul et malheureux, le troupeau se sent validé. Cela prouve que leur chemin est le meilleur. Mais lorsque vous êtes seul et épanoui, vous perturbez le récit. Vous montrez que le bonheur et l'accomplissement ne sont pas exclusifs à la voie du couple, et cela amène les autres à remettre en question les compromis qu'ils ont faits. Jung comprenait ce malaise, notant que les conflits les plus intenses, s'ils sont surmontés, laissent derrière eux un sentiment de sécurité et de calme difficile à perturber.
La personne célibataire épanouie a affronté de front le conflit des attentes sociétales, et en le surmontant, elle a trouvé un calme que le troupeau ne peut tout à fait reproduire. L'imprévisibilité engendre également la résilience. Lorsque vous ne dépendez pas d'une autre personne pour définir votre identité, vous êtes moins ébranlé par le changement. Le troupeau craint la perturbation car elle remet en question sa stabilité soigneusement construite. Mais celui qui sort du rang traverse le changement avec fluidité. Il est habitué à naviguer sans carte préétablie. Il sait que la vie peut basculer en un instant, et il s'est construit pour s'adapter. Cette adaptabilité est une autre forme de pouvoir, celle qui lui permet de saisir les opportunités et de surmonter les défis sans perdre son sens de soi. En fin de compte, la différence entre le troupeau et l'individu hors norme ne concerne pas les relations. Elle concerne l'agentivité. Le troupeau suit des schémas tracés par d'autres, trouvant la sécurité dans le nombre. L'individu hors norme prend le risque de quitter le sentier, sachant que le terrain peut être imprévisible, mais sachant aussi qu'il lui appartient de l'explorer. Et en revendiquant ce risque, il gagne quelque chose que le troupeau sacrifie souvent, le droit de vivre entièrement selon ses propres termes. La personne célibataire épanouie comprend que l'imprévisibilité n'est pas le chaos. C'est le potentiel, c'est l'ouverture à être façonnée par le choix plutôt que par défaut. Elle ne rejette pas la connexion. Elle rejette l'idée que la connexion doit se faire au prix de l'individualité. Et dans un monde qui récompense constamment la prévisibilité, le refus de l'individu hors norme d'être facilement défini est à la fois une rébellion et une déclaration. J'appartiens d'abord à moi-même. Et ce genre de maîtrise de soi ne peut être donné et certainement pas pris. Il se construit, se mérite et se protège. Et une fois que vous l'avez, vous réalisez que c'est la forme de pouvoir la plus rare qui soit. Les plus grandes idées arrivent rarement lorsque vous êtes entouré de bruit. Elles ne tendent pas à grandir dans des pièces remplies de bavardages, de mouvements constants et du poids des attentes des autres. Elles émergent dans les heures calmes, lorsque le monde semble lointain et que personne ne sollicite votre attention. Il y a une certaine électricité dans ces moments. Les longues nuits où vous êtes perdu dans vos pensées, les matins tranquilles où vous vous réveillez sans obligation. Dans la solitude, votre esprit erre sans avoir besoin de permission. Il s'aventure en territoires étranges, tombe sur des connexions qu'il n'aurait pas faites sous le regard d'un public. Carl Jung a dit un jour: « La solitude est pour moi une source de guérison qui donne son sens à ma vie. » Ce qu'il comprenait, c'est que la création n'est pas seulement une question d'inspiration, c'est une question d'espace. Sans cet espace, la matière première de la pensée n'a pas la place de prendre forme. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez poursuivre une idée sans avoir à justifier son importance. Vous pouvez suivre une pensée dans les profondeurs de l'obsession sans avoir à vous expliquer à la logique de quelqu'un d'autre. Vous pouvez la laisser vous consumer pendant des heures, des jours, voire des semaines. Et il n'y a personne pour vous dire de ralentir ou de prendre du recul. Cette liberté de s'immerger pleinement dans son propre processus est un cadeau rare dans un monde obsédé par la connexion constante. C'est dans cette liberté que le génie créatif s'affine. Sans compromis, sans la pression subtile d'ajuster son rythme à celui d'un autre, votre esprit apprend à s'étirer d'une manière qui lui est impossible au milieu de la foule. Les espaces bondés, qu'ils soient physiques ou émotionnels, ont tendance à attirer votre attention vers l'extérieur. Vous êtes conscient des autres, de la manière dont vos actions pourraient être interprétées, de ce que l'on attend de vous. Cette conscience peut être utile en collaboration, mais elle est un poison pour certains types de pensées, celles qui ont besoin d'être indisciplinées, démesurées et préservées de toute influence extérieure. La solitude supprime le besoin d'approbation.
Vous ne créez plus pour être perçu d'une certaine manière. Vous créez parce que quelque chose en vous exige de naître. Sénèque a écrit: Nous devons nous éloigner du monde et nous retirer en nous-mêmes. Oh, marrant. Ce n'est pas un retrait par évitement. C'est un retrait comme un acte de préservation, pour protéger les débuts fragiles d'une idée jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour affronter le monde. L'absence d'attente est ce qui fait de la solitude un terrain si fertile pour la création. Lorsque personne n'attend de vous un certain type de travail, vous êtes libre d'explorer l'étrange, l'irréalisable, voire l'absurde, et c'est souvent dans ces directions que résident les idées les plus originales. Vous pouvez écrire quelque chose qui ne sera peut-être jamais publié, esquisser quelque chose que personne ne verra, expérimenter sans craindre l'échec public. De cette manière, la solitude agit comme un laboratoire pour votre imagination, où les erreurs ne sont pas seulement autorisées, mais nécessaires. Sans le regard constant de l'opinion d'autrui, vous pouvez prendre des risques qui, autrement, vous sembleraient trop exposés. Il y a aussi un rythme dans la solitude qui nourrit la créativité. Sans les interruptions de la vie partagée, vous pouvez entrer plus facilement dans ce que les psychologues appellent un état de flow, un état où le temps disparaît et où vous êtes si absorbé par votre travail que rien d'autre n'existe. Vous n'avez pas à vous arrêter en pleine réflexion pour répondre à un message ou expliquer pourquoi vous êtes encore à votre bureau. L'élan se construit, vous emportant plus profondément dans le processus. Et parfois, ce qui émerge de cet état est quelque chose que vous n'auriez jamais pu forcer par la seule volonté. Marc Aurèle a écrit: « Nulle part tu ne peux aller qui soit plus paisible, plus libre d'interruption que ta propre âme. » Et dans cet espace ininterrompu, votre meilleur travail vous trouve souvent. Le génie créatif de la solitude ne consiste pas seulement à produire plus. Il s'agit de produire un travail qui semble plus vrai. En l'absence des autres, vous cessez d'imiter. Vous cessez de façonner inconsciemment vos idées pour qu'elles correspondent à ce qui est populaire ou à ce qui sera loué. Vous arrêtez de vous corriger avant même d'avoir commencé. Ce qui en sort est brut, sans filtre et entièrement vôtre. Même si c'est imparfait, cela porte votre signature d'une manière qu'un travail réalisé sous une influence constante ne pourra jamais avoir. Cette authenticité vaut plus que le vernis, car elle est le fondement d'une voix qui ne peut être reproduite. C'est pourquoi tant de penseurs, d'écrivains et d'artistes, à travers l'histoire, ont cherché la solitude, non pas comme un rejet des gens, mais comme un ingrédient nécessaire à leur œuvre. Ils ont compris que si la collaboration a sa place, les intuitions les plus profondes et les plus transformatrices naissent souvent dans les heures tranquilles que personne d'autre ne voit. Seul, vous pouvez vous débattre avec vos propres contradictions, repousser vos propres limites et écouter les vérités qui ne parlent pas assez fort pour être entendues dans la foule. Ces vérités peuvent vous déstabiliser au début, mais ce sont elles qui tendent à remodeler tout ce que vous créez par la suite. En fin de compte, le génie créatif de la solitude se résume à ceci. Elle vous donne l'espace pour vous entendre clairement, sans interruption, sans dilution. Elle vous permet de construire quelque chose avant que le monde n'ait la chance de vous dire ce que cela devrait être. Et une fois que vous avez fait l'expérience de ce genre d'espace, une fois que vous avez ressenti ce que c'est que de créer sans compromis, vous commencez à le garder férocement. Non pas parce que vous voulez exclure le monde, mais parce que vous avez vu à quel point votre travail, vos idées et votre être même deviennent plus vivants lorsque vous leur offrez le cadeau de naître en silence. Lorsque vous sortez de l'échange constant d'émotions qui accompagne le fait d'être étroitement lié à quelqu'un d'autre, quelque chose de subtil mais de puissant commence à se produire. Au début, c'est désorientant. Vous avez l'habitude de vérifier la température émotionnelle d'une autre personne avant même de connaître la vôtre. Vous avez été conditionné à ajuster votre ton, votre énergie,
vos mots pour maintenir l'équilibre ou éviter les conflits. Mais lorsque vous vous retirez de cette négociation constante, le bruit de fond commence à s'estomper. Vous commencez à réaliser à quel point une grande partie de ce que vous ressentiez depuis le début n'était même pas à vous. Ce n'est pas que les autres aient l'intention de vous alourdir. C'est simplement ce qui se passe lorsque vous êtes profondément connectés. Leurs hauts deviennent vos hauts. Leurs bas s'infiltrent jusqu'à vos hauts. Avec le temps, il devient plus difficile de dire où vous finissez et où il commence. Mais dans la solitude, vous commencez à remarquer la différence. Vous réalisez que l'irritation que vous ressentiez n'est pas une partie permanente de vous. C'est le résidu d'une gestion constante des frustrations d'un autre. La lourdeur qui pesait sur votre poitrine ne vous appartient pas du tout. C'est quelque chose que vous avez absorbé en essayant de maintenir la paix. Les stoïciens croyaient que notre paix intérieure dépend non pas des événements eux-mêmes, mais des jugements que nous leur portons. Lorsque vous êtes seul, ces jugements sont enfin les vôtres, sans filtre et non façonnés par le prisme de quelqu'un d'autre. Au début, cette clarté peut sembler presque trop vive. Vous n'avez pas l'habitude de ressentir vos émotions sans les expliquer ou les justifier immédiatement à une autre personne. Il n'y a personne pour vous rassurer que vous réfléchissez trop, personne pour vous distraire avec ses propres crises. Vous êtes laissé à vous-même pour ressentir pleinement ce que vous ressentez. Et dans cette expérience pleine et sans médiation, vous commencez à vous entendre à nouveau. Vous remarquez ce qui vous passionne vraiment, pas ce que vous prétendiez aimer pour correspondre à l'humeur de quelqu'un d'autre. Vous remarquez ce qui vous irrite vraiment, pas seulement ce sur quoi il était commode de se disputer. Lentement, votre paysage émotionnel cesse d'être un espace partagé et redevient votre propre territoire. C'est là que la véritable désintoxication émotionnelle se produit. Sans l'afflux constant des besoins, des humeurs et des attentes tacites d'une autre personne, votre système nerveux commence à s'apaiser. Vous cessez de vous réveiller préparé à des surprises émotionnelles. Vous cessez de répéter des conversations dans votre tête avant qu'elles n'aient lieu. Vous commencez à avancer dans la journée sans le poids de négociations invisibles. Dois-je dire ceci? Est-ce que cela va le contrarier? Dois-je régler ça avant que ça ne devienne un problème? L'espace laissé derrière n'est pas vide, il est respirable. Il est rempli de votre propre rythme, de votre propre cadence, de votre propre sens de l'équilibre. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres. Cela signifie que vous cessez de les porter d'une manière qui vous coûte votre propre être. Dans la solitude, vous apprenez à vous communiquer ces choses d'abord à vous-même. Vous apprenez à valider vos propres émotions sans attendre que quelqu'un d'autre les reconnaisse. Vous vous donnez la permission de ressentir sans avoir besoin de vous censurer pour le confort d'un autre. Et lorsque vous renouez des liens avec les autres, vous le faites depuis un lieu d'ancrage plutôt que d'enchevêtrement. L'une des parties les plus surprenantes de ce processus est la façon dont la joie change. Lorsque vous êtes constamment lié à l'état émotionnel d'une autre personne, votre joie n'est jamais entièrement la vôtre. Elle est soit amplifiée par son bonheur, soit atténuée par son malheur. Seule, votre joie devient autogénérée, stable et moins vulnérable à être emportée par la tempête d'un autre. Vous commencez à remarquer les petits plaisirs purs qui n'étaient autrefois qu'un bruit de fond. La façon dont la lumière frappe votre cuisine le matin, le son de votre propre rire à quelque chose que vous seul trouvez drôle, le calme qui vient du simple fait d'être dans votre propre espace. Cette cure émotionnelle n'est pas toujours confortable. Il y aura des moments où vous ressentirez l'absence de la présence émotionnelle de quelqu'un d'autre comme une sorte de vide. Vous pourriez même sentir l'envie de rechercher cet ancien enchevêtrement, juste pour ressentir quelque chose de familier. Mais si vous pouvez résister à l'envie de combler le silence trop rapidement,
vous découvrirez que le vide n'a jamais été un vide. C'était un espace attendant d'être reconquis par vous, un espace où votre propre voix, longtemps éclipsée, peut recommencer à parler. Au final, la désintoxication émotionnelle que procure la solitude consiste moins à retirer les autres de votre vie qu'à dissiper le brouillard qu'il crée involontairement autour de votre monde intérieur. Il s'agit de se tenir enfin au centre de sa propre météo émotionnelle sans être emporté par les tempêtes d'un autre. Et une fois que vous avez ressenti cette clarté, une fois que vous avez fait l'expérience de la force tranquille qui vient du fait de s'approprier chaque sentiment qui vous traverse, vous comprenez pourquoi la protéger devient non négociable. Car dans cette clarté, vous ne vous entendez pas seulement à nouveau, vous vous reconnaissez. Et cette reconnaissance est le commencement de tout. Lorsque vous choisissez de vivre selon vos propres termes, sans vous appuyer sur la structure d'un partenaire ou la validation d'un groupe, les étiquettes pleuvent rapidement. Solitaire, égoïste, incomplet. Ces mots ne vous concernent pas vraiment. Ils concernent l'inconfort que votre indépendance suscite chez les autres. Vous êtes sorti du scénario, et les gens ne savent pas trop quoi faire de cela. Le système adore la dépendance parce qu'elle est stable. Une personne dépendante est plus facile à guider, plus facile à convaincre, plus facile à maintenir en place. Si votre sentiment d'identité vient de l'approbation de votre partenaire ou de votre rôle au sein d'un groupe, vous ferez des pieds et des mains pour le protéger, même au détriment de votre propre vérité. La dépendance vous maintient dans le rang, mais elle maintient aussi le système en sécurité. Lorsque vous n'avez plus besoin de cette structure pour vous sentir entier, vous ne pouvez plus être contrôlé de la même manière. Vos décisions ne sont pas dictées par la peur d'être laissé de côté, abandonné ou jugé. Et cela vous rend imprévisible, quelque chose que le système ne sait pas gérer. Il n'est donc pas surprenant que l'indépendance soit mal étiquetée. On l'appelle solitude parce qu'on ne peut imaginer l'épanouissement sans une compagnie constante. On l'appelle égoïsme parce que vous privilégiez votre propre chemin au confort de la conformité. On l'appelle incomplétude, parce que l'idée de plénitude est construite sur la présence de quelqu'un d'autre. Cette fausse étiquette fonctionne comme une forme de contrôle social. Si l'indépendance est dépeinte comme quelque chose d'indésirable, moins de gens la poursuivront. Si rester célibataire est présenté comme un échec, les gens se précipiteront pour se mettre en couple, même si cela signifie faire taire des parties d'eux-mêmes pour entrer dans le moule. Le système n'a pas besoin de vous enchaîner physiquement. Il lui suffit de façonner vos croyances sur ce qui donne un sens à la vie. C'est pourquoi le choix de vivre libre, vraiment libre, est si radical. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de refuser de renforcer un cycle qui troque l'authenticité contre l'acceptation. L'indépendance est menaçante parce qu'elle est la preuve que vous pouvez vivre sans validation constante. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire qui vous êtes, pour légitimer vos choix ou pour vous empêcher de vous sentir vide. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour ou la connexion. Il s'agit de retirer le besoin de l'équation. L'amour donné librement, sans dépendance, est l'une de ses formes les plus pures. Mais pour atteindre ce point, vous devez vous tenir fermement sur vos propres jambes. Et pourtant, ce genre de liberté n'est pas facile à conserver. Elle comporte ses propres défis. Il y aura des jours où le poids d'être entièrement responsable de votre propre vie vous semblera plus lourd que prévu. Personne d'autre n'est là pour prendre le blâme lorsque vous tombez, et personne d'autre ne reçoit le crédit lorsque vous réussissez. Vous possédez tout. Mais c'est là tout l'enjeu. La liberté sans la responsabilité n'est pas une vraie liberté. C'est juste une autre forme de dépendance déguisée en choix. La vérité est que les gens craignent ce qu'ils désirent secrètement. Ceux qui critiquent votre indépendance souhaitent souvent avoir le courage de revendiquer la leur. Ils ne l'admettront peut-être pas, même à eux-mêmes,
mais votre exemple les force à affronter les compromis qu'ils ont faits. Il est plus facile de vous rejeter que de se demander s'ils se sont contentés de quelque chose de plus petit que ce qu'ils voulaient vraiment. C'est pourquoi se tenir dans sa liberté n'est pas seulement un choix personnel. C'est un acte qui peut faire évoluer les gens autour de vous, même s'il est accueilli avec résistance au début. Alors, quand ils vous traitent de solitaire, souvenez-vous que la solitude peut être une source de pouvoir. Quand ils vous traitent d'égoïste, souvenez-vous que le respect de soi est le fondement de toute connexion significative que vous aurez jamais. Quand ils vous traitent d'incomplet, souvenez-vous que la plénitude ne vient pas de ce que vous ajoutez à votre vie, mais de ce que vous refusez de céder. Le système peut prospérer sur la dépendance, mais votre vie n'est pas obligée de le faire. Les fausses étiquettes perdront de leur importance une fois que vous les verrez pour ce qu'elles sont, un signe que vous avez franchi les frontières dans lesquelles les autres se sentent le plus en sécurité. Et une fois que vous serez sorti, vous réaliserez qu'il y a bien plus d'espace ici qu'on ne vous l'a jamais laissé croire. La souveraineté n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est quelque chose que l'on gagne, et le prix n'est jamais bon marché. Pour la revendiquer, vous devez abandonner les choses auxquelles la plupart des gens s'accrochent comme preuve d'une bonne vie, les projets partagés qui vous donnent un sentiment de direction, l'affection automatique qui vous rassure sans demander d'effort, la compagnie intégrée qui rend les week-ends et les vacances moins vides. Ce sont des choses chaleureuses et réconfortantes, mais elles sont assorties de liens, des liens qui peuvent tranquillement vous éloigner de vous-même. Entrer dans une véritable souveraineté signifie couper certains de ces liens, et c'est une décision que la plupart ne prendront pas car elle exige d'abandonner un confort qui semble trop bon pour être perdu. Dans la solitude, il n'y a personne pour valider ou rejeter vos décisions. Chaque choix est le vôtre seul. Cette liberté peut être à la fois enivrante et terrifiante. Il n'y a personne pour partager le poids lorsqu'une décision s'avère mauvaise, personne avec qui partager le blâme. Mais il n'y a aussi personne pour vous retenir lorsque vos instincts sont vifs et votre vision claire. La souveraineté consiste à assumer les deux résultats, les victoires et les erreurs, avec la même acceptation sereine. Vous cessez d'externaliser la responsabilité de votre vie et commencez à la porter entièrement vous-même. Les stoïciens l'avaient profondément compris. Épictète a écrit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La solitude devient le terrain d'entraînement pour cette maîtrise. Bien sûr, le prix que vous payez ne se mesure pas seulement en confort tangible. Vous payez en moments de doute, en nuit où le silence semble plus lourd que vous ne le pensiez, en matin où vous souhaiteriez qu'il y ait quelqu'un à vos côtés pour partager les petites joies. La souveraineté peut être solitaire, non pas parce que vous manquez de gens dans votre vie, mais parce que vous avez choisi de vivre sans dépendre d'eux pour vous stabiliser. Vous apprenez à être votre propre ancre, à générer votre propre réconfort, à supporter l'inconfort au lieu de chercher une solution rapide dans la présence de quelqu'un d'autre. Cette compétence, apprendre à tenir bon en l'absence de soutien extérieur, devient l'une de vos plus grandes forces. La beauté de la souveraineté est qu'elle change la qualité de chaque connexion que vous choisissez d'avoir. Sans dépendance, les relations ne consistent plus à combler un vide. Elles deviennent des choix faits à partir de l'abondance, non de la nécessité. Vous ne demandez pas à quelqu'un de vous compléter ou de vous sauver de vous-même. Vous l'invitez à marcher à vos côtés parce que vous le voulez, non parce que vous le devez. Jung parlait souvent de l'individuation, le processus pour devenir un être complet en soi. La souveraineté est l'expression vécue de cette plénitude. Vous pouvez aimer profondément sans craindre que la perte de quelqu'un ne vous fasse vous perdre vous-même. Mais le monde encourage rarement ce type d'autonomie.
Il prospère sur la dépendance mutuelle, sur la prévisibilité des gens qui sont liés les uns aux autres de manière à les maintenir en place. Un individu souverain ne peut pas être aussi facilement géré ou persuadé. Vous êtes moins susceptible d'accepter ce qui ne correspond pas à vos valeurs, moins disposé à rester dans des situations qui ne servent pas à votre croissance. Cela peut vous rendre plus difficile à fréquenter pour ceux qui préfèrent le confort à la vérité. Vous constaterez peut-être que certaines relations s'estompent parce qu'elles étaient fondées sur votre volonté de compromettre des parties de vous-même pour maintenir la paix. La souveraineté ne permet pas ce genre d'effacement de soi. Le prix inclut également la nécessité de vous affronter sans distraction. Il n'y a personne à blâmer lorsque vous n'agissez pas, personne derrière qui se cachait lorsque vous évitez le travail difficile. Vous vous voyez clairement, vos défauts, vos angles morts, vos excuses. Et dans cette clarté, vous avez deux choix, changer ou accepter la vérité de qui vous êtes sans la fuir. Les deux sont difficiles, mais l'un comme l'autre est un pas vers le genre de liberté dont la plupart des gens ne font que parler. La récompense pour avoir payé ce prix est une vie qui est indubitablement la vôtre. Chaque décision, chaque réussite, chaque erreur porte votre signature. Vous avancez dans le monde sans avoir besoin de vous diluer pour être accepté ou de vous plier pour vous conformer au plan de quelqu'un d'autre. Votre temps est à vous. Votre énergie est à vous. Votre esprit est à vous. Cela ne signifie pas que la vie devient plus facile. Cela signifie qu'elle devient vôtre d'une manière que rien ni personne ne peut vous enlever. Et une fois que vous avez ressenti cela, une fois que vous avez vécu des jours et des mois en sachant que vous êtes le seul auteur de vos choix, il est presque impossible d'y renoncer. Le confort des projets partagés et de l'affection automatique aura toujours son attrait, mais il ne l'emportera jamais sur le pouvoir tranquille et constant de savoir que vous vous appartenez entièrement. C'est le prix de la souveraineté et la raison pour laquelle il vaut la peine d'être payé. Il y a un point dans la solitude où quelque chose bascule. Au début, être seul peut ressembler à un espace que vous essayez de remplir, une pièce trop silencieuse, une vie où manque un son auquel vous vous étiez habitué. Vous pourriez vous surprendre à regarder votre téléphone, non pas parce que vous avez quelque chose à dire, mais parce que vous espérez que quelqu'un vous rappellera que vous comptez. Au commencement, la solitude vous met à l'épreuve. Elle vous montre chaque fissure, chaque endroit où vous avez compté sur quelqu'un d'autre pour tenir le coup. Mais si vous persévérez assez longtemps, si vous résistez à l'envie de vous précipiter à nouveau vers le confort d'être nécessaire ou validé, quelque chose de remarquable commence à se produire. Le silence cesse de ressembler à une punition. Il commence à ressembler à une sorte de force que vous ne saviez pas que vous aviez. Ce n'est pas une transformation soudaine. Elle est progressive, presque imperceptible au début. Vous vous réveillez un matin et réalisez que vous ne ressentez plus le même besoin de consulter quelqu'un avant de prendre une décision. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous rassure lorsque le doute s'installe. Vous avez appris à vous stabiliser vous-même. C'est le pouvoir tranquille de l'indépendance. Elle n'est ni bruyante ni vantarde, mais elle est inébranlable. Vous avez cessé d'externaliser votre stabilité aux autres. Et avec cela, vous avez repris une sorte de liberté que la plupart des gens ne connaissent jamais vraiment. Les stoïciens l'avaient bien compris. Épictète enseignait que la liberté vient lorsque vous contrôlez votre propre esprit et vos désirs, lorsque vous ne dépendez plus des choses extérieures à vous pour être en paix. Il y a aussi un calme profond qui vient du fait de savoir que vous pouvez gérer la vie sans vous appuyer sur l'échafaudage émotionnel de quelqu'un d'autre. Vous avez traversé les moments de doute, les longues nuits où vous vous êtes demandé si vous étiez assez fort pour tenir seul, et vous en êtes sorti de l'autre côté, non pas indemne, mais intact. Vous ne craignez plus le silence parce que vous avez appris à y entendre votre propre voix
et cette voix est devenue plus forte, plus claire et plus digne de confiance que le bruit des opinions extérieures. Ce qui est intéressant, c'est à quel point cela change vos relations, non pas en éloignant les gens, mais en redéfinissant pourquoi ils sont dans votre vie. Lorsque vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, vous commencez à choisir des personnes qui vous font grandir. L'amour, l'amitié, la connexion, ces choses cessent de consister à combler un vide et commencent à être un partage d'abondance. Jung croyait qu'une véritable connexion ne pouvait exister qu'entre deux individus complets, chacun responsable de sa propre croissance. Lorsque vous vous êtes pleinement trouvé, vous pouvez enfin aller à la rencontre des autres, libérés du poids des attentes inexprimées. Bien sûr, cette force intérieure n'exclut pas la vulnérabilité. Vous ressentez toujours la douleur, la déception et le manque, mais ces émotions ne vous déstabilisent plus. Vous n'appréhendez plus la perte de la même façon, car vous savez que vous ne vous y perdrez pas vous-même. Vous avez déjà connu la solitude et vous y avez survécu. Vous vous êtes assis dans le silence pour y découvrir non pas le vide, mais une vie intérieure d'une richesse que nul autre ne pouvait vous offrir. Et lorsque vous portez cette certitude en vous, votre façon d'être au monde se transforme. Cette étape s'accompagne également d'une profonde humilité. Vous reconnaissez que l'autonomie ne signifie pas l'isolement. Vous pouvez accepter l'aide sans vous sentir dépendant. Vous pouvez aimer sans craindre de perdre l'équilibre. Vous pouvez laisser les gens entrer et sortir de votre vie sans que cela ne fissure vos fondations, car celles-ci ne reposent plus sur leur présence. Elles sont bâties sur vous. C'est là tout le paradoxe de la véritable liberté. Plus vous vous appartenez, plus librement vous pouvez vous offrir aux autres. Et peut-être que le changement le plus profond est la façon dont votre perception du temps se métamorphose. Vous ne cherchez plus à combler vos journées pour fuir le tête-à-tête avec vos pensées. Vous savourez les instants comme jamais auparavant, car vous n'essayez plus de leur échapper. Même les expériences les plus ordinaires, une marche au crépuscule, un repas tranquille, une soirée avec un livre, acquièrent une richesse nouvelle. Elles ne sont plus des parenthèses entre des événements plus importants. Elles sont la vie elle-même. Lorsque vous rencontrez enfin cette version de vous-même, vous réalisez que vous n'avez jamais été incomplet. Vous étiez simplement voilé par le bruit, la distraction et la dépendance. Et maintenant que vous avez levé ce voile, vous voyez ce qui a toujours été là. Un être entier, stable et profondément vivant. C'est à cet instant que vous devenez inébranlable. Et une fois que vous avez ressenti cela, vous savez que vous ne pourrez jamais revenir à une vie où votre paix dépend de quelqu'un d'autre pour vous maintenir à flot. Car la vérité, c'est que l'être que vous avez enfin trouvé n'est pas fragile. C'est le socle le plus solide sur lequel vous puissiez jamais vous tenir. En fin de compte, la plus grande liberté que vous connaîtrez est cet instant où vous réalisez que vous êtes déjà complet. Protégez cette vérité, vivez en accord avec elle, et ne laissez jamais le monde vous convaincre du contraire. Si ce message a résonné en vous, une autre vidéo vous attend sur votre écran pour vous emmener encore plus loin dans ce voyage de force et de découverte de soi. Regardez-la dès maintenant. Et merci de faire partie du journal stoïcien, où chaque pas est un pas de plus vers la personne que vous êtes vraiment.